Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est la 4e année qu'on se voit. Et je vous l'ai dit en introduction et je vous le dis devant les auditeurs, Parcoursup, bravo, c'est de mieux en mieux. Voilà, c'est vraiment un site qui a une super ergonomie. Je voudrais qu'on commence peut-être par faire un petit bilan de la dernière année. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, qu'on se le rappelle? Alors, il y avait beaucoup de lycéens. Il y en avait 16 000 de plus que l'année précédente, donc ça fait du monde sur la plateforme. Après, ce qu'on a mis en place l'an dernier, des nouveautés, et qui sont évidemment reproduites pour 2025, c'est des fonctionnalités utiles comme pouvoir mettre une formation en favori, pouvoir faire des comparaisons entre les formations avec une fonctionnalité de comparateur. Et cette année, on a même ajouté un petit quiz pour que chacun comprenne bien à quoi servent ces fonctionnalités. On avait aussi permis l'an dernier que des lycéens de seconde ou de première puissent se créer un compte sur Parcoursup. Ils ont été 193 000 à le faire et je crois que c'est une bonne démarche parce qu'elle permet de se donner du temps pour construire son projet, pour y réfléchir. Et Parcoursup est vraiment un outil qui, du coup, ne sert pas que aux élèves de terminale, mais sert aussi à ceux qui réfléchissent, examinent. Ça vaut ici pour les parents, évidemment, de pouvoir consulter et de se créer à travers un compte, des moyens de se mettre des petites notes et de mûrir dans le temps. Puis la dernière fonctionnalité auquel je pense, moi, qui nous a été très utile, je trouve, on a mis en place un site d'entraînement avant la phase d'admission qui permet de voir en conditions réelles comment fonctionne le site Parcoursup, y compris pour lever les craintes, les angoisses. Si j'ouvre une porte, je tombe dans un trou. Enfin voilà, ça n'existe pas sur Parcoursup, ça existe dans les jeux vidéo, mais pas dans Parcoursup. Et en fait, on peut le voir. Et je crois que de montrer aux gens qui peuvent se mettre en condition exactement comment ça va fonctionner, c'est de nature à les rassurer. En tout cas, l'objectif des évolutions qui sont celles de 2025, c'est de la même manière qu'on l'a fait en 2024. On consulte les usagers et c'est à partir de là qu'on essaye de développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre à des questions que se posent les lycéens et que se posent leurs parents. Ok, ouais, très clair. Effectivement, puis il y avait aussi cette procédure un peu accélérée, la pause aussi pendant les épreuves de spécialité sur l'acceptation des vœux. Oui, alors la pause, en fait, elle n'était pas si nouvelle que ça, mais c'est parce que le bac a été rétabli. Donc, en fait, on a rétabli ce qu'on faisait avant que le bac. Alors, comme on a été tous perturbés par le Covid, en fait, ça remontait à loin quand il y avait eu des épreuves. Mais de toute façon, le principe est toujours le même. On essaye de préserver les lycéens et de faire en sorte qu'ils n'aient pas au même moment 2 opérations qui les impactent de manière importante pour éviter les confusions et puis des angoisses qui seraient liées à ces situations. On aura évidemment en 2025 la même approche. Et puis, ce que l'on introduit pour accélérer encore le processus, c'est que le classement des vœux en attente qui se déroulait à la fin du mois de juin se déroulera là un peu après, à la fin de la semaine de la première début d'admission. Il y a un objectif qui est simple, c'est accélérer finalement le dépilement des listes d'attente, éviter que certains, non pas bloquent le système, mais en tout cas ne choisissent pas et que ça retarde peut-être l'arrivée des propositions d'admission aux autres. Et notre objectif, c'est qu'avant que les lycéens débutent les phases d'épreuves écrites à la mi-juin, en quelque sorte, l'essentiel ait pu avoir des propositions d'admission pour choisir. Oui, effectivement, c'est la nouveauté. Il y a d'autres nouveautés sur la carte d'identité de formation. Oui, il y a des nouveautés qui ressortent de deux objectifs. Le premier, c'est qu'il y a une attente évidente des familles, des lycéens eux-mêmes, de comprendre l'offre avant même de savoir ce qu'on a envie de faire. Compte tenu d'une offre qui est foisonnante, évidemment. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper, c'est-à-dire que d'avoir une offre riche, c'est d'abord positif.
parce que ça s'adapte à une grande pluralité de parcours diversifiés. Il faut se dire aujourd'hui, on a quasiment la totalité d'une génération qui veut accéder. Donc c'est normal qu'il y ait une offre diversifiée et riche, et il faut parce qu'il y a des profils très différents. Ceci étant, il faut pouvoir donner les clés de lecture d'une offre riche et diversifiée, et à travers la carte d'identité, c'est un moyen et un levier pour donner les informations essentielles. Est-ce qu'il est public? Est-ce qu'il est privé? Est-ce qu'il est privé sous contrat? Est-ce qu'il est privé sans contrat? Est-ce que, justement là-dessus, est-ce qu'on peut repréciser ce que ça veut dire? Public, privé sous contrat, privé hors contrat. Donc public, c'est un établissement public, ce sont les universités, ce sont des lycées. Privé sous contrat, ça veut dire que cet établissement-là, nonobstant le fait qu'il n'est pas public, il est lié avec un contrat avec l'État. C'est le cas par exemple des lycées, de beaucoup de lycées, qui ont un contrat avec l'État et qui proposent des BTS, des classes préparatoires aux grandes écoles, des diplômes de comptabilité gestion par exemple. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les ESPIG. Alors, le mot est un peu barbare, mais il veut dire établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, et d'intérêt général, donc non lucratif. Et ces établissements-là ont des obligations qui sont liées dans leur contrat avec l'État. Puis, il y a une troisième catégorie d'établissements qui sont sans contrat avec l'État. Donc, il n'y a pas ces exigences-là réciproques. Alors, dans certaines conditions, ils peuvent être néanmoins présents sur Parcoursup. Je pense notamment à des conditions liées à l'apprentissage. Mais voilà, il faut donner la réalité aussi des statuts. On a essayé, en même temps que la carte d'identité qui apporte un certain nombre d'informations, d'établir un petit livret qui est destiné aux familles sur les bons réflexes. Quelles sont les bonnes questions qu'on doit se poser? Savoir aussi que toutes les formations ne sont pas nécessairement sur Parcoursup. Savoir que les formations, quand ils sont dans Parcoursup, elles ont un certain nombre d'engagements. Et je crois que, moi je suis vraiment aussi attaché à dire, tout ne se vaut pas. Il peut y avoir certains qui ont un intérêt à vous dire que tout se vaut. Ça n'est pas la réalité. Et je pense qu'il faut dire cette vérité-là. Il y a des sites qui ne sont pas des sites publics, qui se font passer pour des sites d'information, etc. Ce sont des sites commerciaux. Je veux dire, chacun son job. Le mien, c'est d'apporter une information publique fiable et aussi de dire aux parents qui choisissent, c'est parce que les établissements qui sont hors de Parcoursup, pour autant, ils sont légaux. Enfin, je veux dire, mais il faut dire qu'il n'y a peut-être pas les garanties qu'apportent les autres établissements. Il faut dire quelles questions on doit se poser. Est-ce que le diplôme que je vais avoir dans cet établissement, il n'a de valeur que dans cet établissement? Est-ce que je vais pouvoir l'exporter? Et je pense qu'il faut dire cette vérité-là pour que les jeunes qui s'engagent dans un cursus le fassent en connaissance de cause. C'est ça un petit peu la philosophie qu'on a essayé de poursuivre cette année. Donc sur la carte d'identité, on va retrouver si l'école est éligible pour les boursiers. Aux bourses. Je crois que c'est aussi un point important. Vous savez, il y a à peu près un tiers des étudiants qui sont des étudiants boursiers. Et c'est important donc on puisse savoir quand on s'engage d'une formation, est-ce qu'on va pouvoir solliciter des bourses sur critères sociaux. Il y a aussi la nature sélective ou pas sélective de l'établissement. Il y a l'obtention d'un label délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur ou pas. Voilà, ce sont des signaux. Sans doute qu'on fera encore évoluer cette carte d'identité, mais on l'a fait, c'est au moins des informations essentielles, voilà, où on peut jeter en un coup d'œil. Ça m'arrive régulièrement, évidemment, de participer à des échanges avec plus ou moins des personnalités, et des fois, on me raconte toujours une histoire de la jeune fille ou du garçon qui est allé dans une formation, puis qui s'est aperçu trop tard que, voilà, c'était pas le bon statut, c'était pas ce qu'il avait pensé. Alors, rassurons-nous, ça arrivera toujours. Mais néanmoins, ce qu'on essaye, c'est de donner de la visibilité plus forte. Ces informations-là que je vous ai indiquées dans la carte d'identité, elles ne sont pas nécessairement nouvelles. Ce qui est plus nouveau, c'est la manière de le concentrer dans un regard visible, transversal sur l'ensemble des rubriques de la carte de formation et de la fiche formation Parcoursup, de manière à ce que ça n'échappe à personne. Le nombre de places sera actualisé et à partir du moment où les vœux seront possibles, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui... À compter du 15 janvier, les places capacité d'accueil seront évidemment mises à jour puisque les établissements ont jusqu'à quasiment la veille pour le faire. Et le coût des études aussi? Oui, je pense que pour beaucoup c'est déjà indiqué, mais les deux éléments qui se renseignent au dernier moment, en fait il y en a trois. Il y a un, les frais de scolarité, deux, les capacités d'accueil, puis il y a un autre élément, un dernier élément, on y reviendra peut-être, qui sont des informations sur l'insertion. Qui sont des données non pas
transmises par les établissements eux-mêmes, mais qui sont des données calculées au niveau national par les services statistiques ministériels et que nous, finalement, nous impulsons dans l'outil sur chacune des formations, mais sans que les établissements aient quoi que ce soit. Donc ce ne sera pas du déclaratif? Non, c'est important de le dire. Ça n'est jamais ni des enquêtes faites par l'établissement lui-même, ni des chiffres fabriqués par l'établissement lui-même. C'est des chiffres collectés et produits et donc fiabilisés par des services statistiques ministériels. C'est même pas des chiffres produits par Parcoursup. Moi, je suis simplement diffuseur d'une information que les services statistiques produisent. Et cette année, nous enrichirons de manière importante les informations, puisqu'il y aura à la fois des informations donc sur l'insertion professionnelle étendue à peu près un périmètre de formation qui recouvre 3/4 des formations de Parcoursup, et des informations sur les conditions de salaire 12 mois après la sortie de la formation pour un très grand nombre de formations qui seront présentes sur Parcoursup. Donc voilà, c'est peut-être pas, parce qu'il faut être aussi réaliste, à l'échelle du lycéen, la formation prioritaire qu'on va aller consulter, mais néanmoins ça fait partie de la réflexion. Je crois que c'est important quand on s'engage dans ces études d'avoir ces éléments-là en tête. Et puis c'est des informations très vraisemblablement qui intéressent les parents, aussi pour la manière dont ils accompagnent aussi les enfants pour, faire en sorte que l'enfant aille aussi vers des formations qui conduisent à une insertion, qui conduisent à des perspectives qui sont satisfaisantes. Ce qu'on n'a pas et ce qui pourrait être intéressant, ça peut être aussi la poursuite d'études, suite à cette première étape d'études, de savoir vers quelle autre formation vont les étudiants. Vous savez, dans l'équipe Parcoursup, on est toujours dans l'équilibre à trouver entre le trop et le pas assez. Le trop est aussi néfaste que le pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai bien conscience et je participe à énormément de salons ou autres qui me permet chaque fois finalement de garder les pieds bien dans le sol, de voir ce sont des lycéens de 17 ans, il y a un certain nombre d'informations. Il ne faut pas chercher forcément à accumuler pour le principe d'accumuler. Il n'y aura jamais assez d'informations. Vous voyez, c'est une forme de course contre une ligne d'horizon qu'on ne rattrape jamais. Mais ce qui est important pour nous, c'est que l'information, elle soit riche. Ça, vous avez raison. C'est que l'information, elle soit utile. Et c'est là que l'utilité, parfois, conduit à ne pas afficher une information qui ne va pas être la plus pertinente et qui va noyer le lycéen. Donc voilà, c'est un point d'équilibre. Mais nous, on essaye aussi chaque année de confronter notre point d'équilibre avec le retour des usagers de manière à voir, est-ce qu'il y a des informations qui manquent, est-ce qu'il y a des informations qu'il faut. Voilà, c'est une course permanente, en quelque sorte, en essayant de répondre au moins à ce que nous, on considère comme essentiel pour se prononcer. Alors pour nos auditeurs, les parents qui sont très analytiques, ils ont de quoi faire, parce qu'il y a aussi plein de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues cette année sur l'analyse de l'adéquation de votre enfant par rapport à la formation, selon son bac, ses spécialités et sa moyenne estimée, basée sur l'historique de ce qui s'est passé dans cette formation-là. Donc ça, c'est quand même très intéressant, avec les taux d'accès, bac par bac, le bac général, le bac technologique. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas le taux d'accès général, pourquoi est-ce qu'on ne remontait pas le taux d'accès même sur la fiche. Parce qu'en fait, ce taux d'accès-là veut dire rien du tout parce qu'il correspond à personne en particulier. Et donc, vous voyez, là encore une fois, produire une information qui n'a pas le sens par rapport à celui qui la consulte, bon, c'est important. Oui, on a essayé, moi, ça fait, depuis la réforme du bac, que j'entends cette question, c'est quel parcours. Alors, cette question existait avant la réforme du bac. Mais la société française avait tranché en disant qu'il faut faire le bac S. Mais avec tous ces effets pervers qui étaient induits par cette réponse un peu simpliste, qui fait que même dans des matières littéraires, on demandait quelqu'un qui ait fait un bagage scientifique. Donc voilà. La réalité, depuis la réforme du lycée, c'est d'ouvrir des perspectives aux lycéens avec des profils beaucoup plus diversifiés, évidemment, mais c'est de donner des clés de lecture et qui soient rassurantes. L'objectif, c'est pas je ne me suis pas transformé en Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne prédis pas l'avenir. Et je ne prédirai jamais l'avenir. Et je crois qu'il faut être clair sur ce sujet-là. Par contre, on peut renseigner sur ce qui s'est passé les années précédentes, et je crois que c'est aussi important. Et nous le devions à famille, les renseigner à la fois sur des questions très simples auxquelles on se pose. Quel est le type de parcours qui est peut-être le plus privilégié? Quels sont les types de moyennes? Je crois que c'est pas pour mettre une pression sur les notes. Non. Elle existe déjà, indépendamment. Mais c'est simplement donner aussi à voir avec deux objectifs. On est sur une ligne de crête, toujours, qui est à la fois éviter l'autocensure. Et on sait, par exemple, que d'apporter des informations chiffrées comme les notes peut être de nature
à réduire l'autocensure. Il y a des études très claires qui ont été faites sur l'orientation, et notamment sur les jeunes filles et la question de l'orientation, qui montrent que les jeunes filles sont plus souvent promptes à s'autocensurer pour aller vers des formations sélectives lorsqu'elles ne voient pas d'informations chiffrées sur le niveau, alors qu'elles ont le niveau, là où les garçons n'ont pas ce type de réserve. Et puis le deuxième écueil qu'il faut éviter, c'est l'excès de confiance absolue. Donc voilà, nous on navigue entre ce chemin-là. Alors, moi je sais, puis j'ai des premiers échanges, ce que c'est que cette fonctionnalité-là, elle a touché sa cible. On a eu 2 millions de clics, vous voyez, en 3 semaines, pour aller calculer les résultats, et j'allais dire tant mieux. Et en même temps, dans toute cette information qu'on apporte, on y a mis aussi des conseils, parce qu'à chaque fois qu'on apporte un conseil, il y a aussi des conseils. Le premier conseil, évidemment, c'est de se reporter aux critères. Toutes les formations n'ont pas que la variable des notes comme un élément déterminant. Donc c'est important d'aller regarder, de s'apercevoir que oui, la motivation, oui, l'engagement, oui, d'autres éléments sont pris en compte que les seuls éléments strictement de notation. Deuxième élément, c'est aussi de bien de rappeler que c'est pas parce qu'il y a des éléments de note d'une moyenne générale qui a un côté synthétique en soi que dans chaque formation, c'est la moyenne générale qu'on utilise. Non, quand vous allez faire des sciences, on va évidemment s'intéresser davantage aux notes sur les domaines scientifiques que sur d'autres domaines. Et c'est normal, en quelque sorte. Et puis, troisième élément de limite, en quelque sorte, qu'il faut avoir conscience pour bien interpréter ces données-là, ce sont aussi des données qui ne doivent pas vous censurer, mais doivent vous alerter. Peut-être vous intéresser, vous dire j'ai mis toutes mes chances dans cette formation. Peut-être de s'apercevoir aussi que sur certaines formations, parce qu'il en existe sur Parcoursup, même si vous êtes tout à droite sur le curseur de la moyenne générale au moment de 20, vous voyez que en fait, vous n'avez pas de certitude forcément d'être pris, parce que c'est une réalité pour certaines formations. Et ce devoir-là, en quelque sorte, moi, c'est faire en sorte que Parcoursup soit plus prévisible, en quelque sorte. Parce que quand Parcoursup n'est pas prévisible, il y a souvent des chances qu'on attribue soit à l'algorithme, soit à la défectuosité du système, soit tout un tas de choses, le fait qu'on n'ait pas été pris ou ci ou là. Et vous le savez, Parcoursup n'intervient pas dans l'examen des dossiers, ce sont des enseignants. Donc voilà, c'est une manière d'apporter de l'information supplémentaire cette année. On a voulu que cette information soit interactive, c'est-à-dire qu'on peut faire soi-même, tester son profil. Et puis je pense que ce qui est important à dire aussi aux éditeurs, c'est que ce travail-là, y compris sur les terminologies qu'on a utilisées, y compris sur les visuels qu'on a utilisés, on l'a travaillé avec des lycéens. C'est-à-dire que chacun peut se sentir plus ou moins à l'aise. J'étais dans un salon dans lequel un parent me disait « Oui, mais alors moi, je ne comprends pas quand on me dit rarement ou quand on me dit occasionnellement, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, ça veut dire que lui, sa réalité à lui, elle était une réalité qui s'exprimait en pourcentage. Et on a fait le test auprès des lycéens. Quand on mettait en pourcentage, les lycéens n'intègrent pas, enfin en tout cas ceux qu'on a consultés, on a consulté nombreux, ils se sentaient mal à l'aise avec ces chiffres-là, ils préféraient les termes. Alors, tout ça est éminemment variable et subjectif, ça dépend de chacun et plus ou moins en capacité de se sentir à l'aise avec une donnée chiffrée. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça que l'on fait. Moi, c'est ce qui me passionne parce que ça veut dire qu'on tâtonne, ça veut dire qu'on n'est pas dans un sujet d'un grand matin. On est ou d'un grand soir plutôt. Moi, je suis dans des petits matins dans lesquels on ajuste pour essayer d'être le plus possible dans la compréhension. Il y a la transparence, c'est important. La compréhension, c'est encore plus important. Ce que je trouve vraiment bénéfique, c'est que les lycéens et leurs parents peuvent voir la variété quand même des profils qui sont sélectionnés par les formations. Ça, c'est vraiment important de voir qu'il n'y a pas justement un combo de spécialités unique, mais souvent 2, 3, 4, puis 15, puis 20. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant de voir cette variété-là. Et puis effectivement, ce schéma de flux de ce qui est demandé à ce qui a été accepté donne une réalité qui montre bien que c'est pas parce qu'on demande qu'on a, c'est aussi qu'il y a des critères qui rentrent, et puis qu'aussi, de temps en temps, ce sont juste les élèves eux-mêmes qui n'acceptent pas alors qu'ils ont eu une proposition. Je pense que c'est important de montrer que c'est pas des réalités binaires. Voilà, et y compris, moi, je fais en ayant à l'esprit de la réforme du lycée qui est d'ouverture des horizons. Là, on voit aussi la réalité des ouvertures des horizons. Oui, pour faire certains types de disciplines, il faut déjà avoir un certain nombre de prérequis. Mais enfin, c'est pas forcément une nouveauté, une découverte. Pour faire une licence de mathématiques, mieux vaut avoir fait des mathématiques. Je pense que personne va le découvrir à travers Parcoursup. Mais peut-être qu'on va avoir qu'entre deux mêmes types de formations, selon
peut-être un niveau d'attractivité différent. Eh bien, il y en a une qui peut-être a des profils plus variés que d'autres. Et donc, ça veut dire que c'est aussi possible. Donc, je pense que c'est ça. Notre objectif est bien là. Toujours être dans la dynamique de transparence pour dire la réalité de ce qu'est l'admission dans cette formation. Peut-être rendre compte de la diversité des formations et puis montrer qu'il y a des chemins possibles. Parce que toutes les formations n'ont pas un modèle unique. Je pense que tous ceux qui ont regardé des études de santé ont vu, les mathématiques n'ont peut-être pas le poids qu'on leur donnait historiquement pour l'accès à cette formation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la réalité dans certaines d'entre elles. Ça veut dire que c'est bien des matières quand même scientifiques qu'il faut aller dans ces formations. Mais je crois que ça permet de toucher du doigt et pas simplement sur le oui-dire. Et puis, vous savez, moi, je suis sensible à un point qui est important. Il y a des jeunes qui ont la possibilité d'aller parce que leur environnement, leur accompagnement qu'ils ont dans leur établissement leur permet d'être plus ou moins en contact facilement avec des intervenants extérieurs ou d'aller dans des salons ou d'aller. Puis il y en a d'autres beaucoup moins. Ce qu'on apporte aussi sur Parcoursup, c'est ça, c'est d'apporter à tous. Et puis, parce qu'il faut que la bonne monnaie chasse la fausse, c'est aussi mon principe, il y a beaucoup de marchands de chiffres qui sortent des chiffres, qui les font parler, voilà. Et puis il y a un site public dans lequel il y a des chiffres sur lesquels nous, on s'engage. C'est-à-dire que moi, je suis responsable de ces chiffres-là. Et que si on les publie, ça veut dire qu'on se sent fiable et que c'est important qu'à un moment donné, ça soit ça la donnée de référence. Et pas d'autres chiffres dont on ne sait pas comment ils ont été construits. Voilà. Je voudrais revenir sur les chiffres et les chiffres de la phase complémentaire. En fait, est-ce que dans les chiffres du schéma, ça inclut la phase complémentaire ? Non, c'est des chiffres de la fin de la phase principale. D'accord. Alors, vous savez, dans toute la production de données, on fait des choix. Oui. Il faut en faire. La vision que nous avons, nous, c'est que ce qui intéresse un lycéen, c'est de savoir, finalement, à l'issue de ce qu'est la phase principale de Parcoursup, quand je suis à mi-juillet, quels ont été les résultats. Peut-être qu'il peut y avoir pour certaines formations une petite différence avec le résultat, mais je ne suis pas là, moi, pour dire à un lycéen il faut se baser sur ce qui se passe à la fin du mois de septembre. Je suis là pour qu'est-ce qui se passe à la mi-juillet. C'est ça le plus important. Et puis, ça peut être aussi, pour certaines formations, qui est de dire il y a des moyens aussi, parfois, vous savez, de faire en sorte qu'on accélère le fait que les candidats de la phase principale aient des propositions et qu'on n'attende pas la fin de la phase complémentaire pour en faire. Voilà. Mais nous, on a considéré, à la fin, quand je suis à la mi-juillet et qu'on termine la phase principale, vous savez, on est à beaucoup plus que 9 lycéens sur 10 qui ont moins une proposition, donc je considère que c'est suffisamment représentatif et que ça donne une idée de ce que un lycéen doit avoir en tête. Pas sur ce qui se passe complètement à la fin pour des raisons liées à la spécificité d'une formation, mais la réalité, c'est qu'à la mi-juillet, au moment où on souhaite que lui puisse avoir des réponses, lui puisse préparer sa rentrée étudiante, lui puisse partir en congé, puisse préparer une mobilité avec une recherche de logement. Voilà, c'est pas à la fin du mois de septembre que ça se prépare, c'est quand on est en juillet, au moment des résultats du bac. Vous indiquez dans ces fiches formation que cette formation, dans certains cas, était présente en phase complémentaire. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on l'indiquait. Est-ce que c'était pour établir une stratégie de je ne la demande pas en phase principale pour la demander en phase complémentaire ? Non, c'est pour dire qu'à la fin de la phase principale, cette formation-là avait épuisé sa liste d'attente. Et qu'elle a eu recours, précisément pour expliquer le fait que pour l'essentiel des formations, j'imagine que sur les résultats qui sont produits, il y avait des données à la fin de la phase principale. Mais c'est important de dire, il y en a certaines à la fin de la phase principale, elles ne sont jamais allées en phase complémentaire. Donc ça veut dire que c'était fini. Et puis il y en a certaines qui avaient épuisé leur liste d'attente et qui ont continué à... Voilà, c'est une manière de le dire. Alors, l'intérêt de l'exercice et son extrême difficulté, c'est que il faut arriver à rassembler tout un tas de réalités très différentes d'une formation à l'autre dans un schéma unique. Et qui parle. Et moi, j'y tiens beaucoup parce que, je vous dis, je suis dans les salons, et moi, dans un salon, quand je me promène, il y a toujours une forme de vertige qui est liée à la diversité. En fait, il n'y en a aucun qui se ressemble, tout est différent, et je cherche où est-ce que je trouve l'info, et en fait, notre comportement humain, je crois qu'il est toujours amené à... J'essaye toujours de retrouver mes fondamentaux. C'est ça qu'on fait sur Parcoursup, toujours présenter de la même manière, parce que c'est plus facile à comparer, parce que c'est plus simple. Mais de la même manière que là, on a mis cette information cette formation est présente en phase complémentaire, de la même manière, il y a certaines formations, quand vous faites des tests, je crois qu'en moyenne, quand vous faites 10 consultations, vous devez tomber sur 2 où vous n'avez pas de résultat.
Et quand il n'y a pas de résultat, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de candidats pour qu'on exprime un résultat. Ça ne veut pas dire que votre profil ne pouvait pas accéder à cette formation, mais c'est qu'il n'y a pas de résultat pertinent pour qu'on puisse vous permettre de donner toute la déclinaison qu'on donne sur d'autres. Donc ça aussi, c'est important parce que il y a parfois les résultats ne sont pas pertinents, ils ne sont pas signifiants, et notre responsabilité, c'est de le dire. Pour pas qu'on se fasse des chiffres à partir de 3 exemples qui ne veulent pas dire grand-chose, parce que les pourcentages sur 3 noms, sur un chiffre de 3, vous voyez, c'est très vite binaire, quoi. Je comprends bien. On l'a dit, on a perdu cette capacité à ranger les formations par taux d'accès. C'était possible avant, là on ne peut plus l'avoir, parce qu'on a maintenant cette précision liée au taux d'accès par profil, c'est ça ? Oui. Vous l'avez plus sur la carte de formation, voilà. Mais en fait, elle est dans la rubrique « Visualiser les chiffres d'accès à la formation ». Vous avez la visibilité. Ouais. Et encore une fois, je pense que ce qu'il faut bien se représenter, c'est que quand un lycéen se connecte à partir de son dossier, nous pré-identifions son profil puisqu'on le connaît. Et donc, lui voit directement, du coup, le chiffre qui l'intéresse. C'est ça qui est intéressant. Donc, on essaye toujours d'avoir une représentation, y compris des données, sur exactement ce qu'il voit en fonction de qui il est. Alors, évidemment, c'est peut-être moins satisfaisant parce qu'on voyait ce chiffre-là, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que ce chiffre corresponde à une réalité pour un lycéen dans un environnement donné et qui doit faire un choix. Ça veut dire que là, quand la phase des dossiers, des vœux sera ouverte, un lycéen en classe STMG, par exemple, aura la carte des formations avec les chiffres mis à jour et ne verra plus que... En tout cas, il verra spontanément, quand il consultera à partir de son dossier, les données qui sont sur la voie techno. D'accord. Il aura la possibilité ensuite de changer de profil en faisant une action spontanée pour changer le type de profil, mais on saura identifier. Vous savez, de la même manière qu'un lycéen, par exemple, je prends sur cet exemple-là, un lycéen technologie qui consulte et qui va aller voir sur un IUT, il verra dans l'IUT ce qui correspond à son groupe bac technologique. Oui. Et ça, c'est une manière aussi. Je pense que pour ces publics-là, si je donnais un taux d'accès, quand par exemple des publics ont un taux de priorité sur certaines, des places réservées, en tout cas priorisées sur certaines formations, de voir le taux d'accès de leur profil est beaucoup plus stimulant que s'ils voyaient un taux d'accès global. Parce que là, ils voient l'effet de la priorité qui est donné à leur formation pour rentrer. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Plus c'est personnalisé, et d'une manière générale, mieux ça aide les lycéens à comprendre les chiffres et à les manipuler. Est-ce qu'il faut qu'on s'attende à d'autres évolutions, là, cette année, sur l'interface des dossiers, l'interface des vœux ? Non. Par contre, ce qu'on développe, ce sont tous les éléments liés au quiz, en tout cas pour essayer au maximum, mais là, disons que je comprends l'attente permanente, c'est énormément de travail pour nous, vous savez, déjà de faire des grosses évolutions comme on le fait là. Et puis par ailleurs, plus important encore, c'est que cette phase-là, et quand vous regardez les enquêtes d'opinion que l'on fait et que l'on publie, en fait, c'est pas une phase qui est complexe et qui est vécue comme complexe. Donc c'est pas là qu'était le cœur de l'attente exprimée. Donc on n'a pas besoin de modifier quelque chose qui fonctionne, enfin on sait que ça fonctionne. Par contre, là, on avait une attente énormément sur comment je peux estimer quel parcours je peux faire au lycée. Voilà, ça c'était l'enjeu. Après, dans les évolutions qui seront, c'est plus des évolutions aussi qui sont à destination des enseignants pour les aider à accompagner les élèves. Voilà, ça c'est des points importants que l'on travaille aussi parce que notre priorité, c'est que les élèves puissent être accompagnés dans leur établissement scolaire, partout, dans tous les lycées de France, avec des outils que l'on donne aux enseignants de manière à mieux appréhender le fonctionnement de Parcoursup, quitte même parfois à avoir plus d'informations que dans un lycéen, mais parce que lui, il a un regard différent. Et que cette information-là lui permet peut-être d'adapter sa réponse à tel ou tel type de lycéen en fonction de ce que lui voit, mais que ne voit pas son lycéen. Mais encore une fois, ils ne sont pas dans une position qui est la même. Il y en a un qui est là pour accompagner, il y en a un qui est le professeur, il y en a un qui est l'élève. Voilà, donc c'est ça aussi qui nous intéresse, nous, travailler sur ces deux segments. Il y a ce qu'on en doit aux lycéens et à leurs parents, et puis il y a ce qu'on doit aux enseignants pour les aider à mieux accompagner. Dans le conseil, et puis pour préparer la fiche à venir aussi, j'imagine. Voilà, il y a dans le conseil en amont. Vous savez, c'est important que les enseignants comprennent le fonctionnement. On a parfois, encore, ça existe, des incompréhensions de professeurs à l'égard du... Alors bon, on n'arrivera jamais à une situation de 100%, mais c'est toujours perçu de manière, pas violente, mais je dirais injuste,
quand un élève dit « mais mes professeurs non plus comprennent pas pourquoi j'ai pas été pris ». Voilà, et il faut à la fois que nous, on fasse cet effort de pédagogie vis-à-vis des élèves. Enfin, nous, c'est la responsabilité des formations de le faire. C'est elles qui décident de prendre... mais il faut que nous, on soit en capacité aussi d'apporter aux enseignants les bonnes informations de manière à ce qu'on ne soit pas dans la peur d'une boîte noire dont on ne comprend pas le fonctionnement, mais qu'on décode, qu'on aide à accompagner, parce que voilà, mieux comprendre, ça ne veut pas dire tout de suite que c'est facile à accepter qu'on n'ait pas été pris ici ou là. Mais c'est plus facile à digérer quand on a compris pourquoi. Je comprends bien. Quelques petites questions, un peu de détails, mais qui peuvent être utiles. Les bacheliers hors contrat, est-ce que vous nous confirmez qu'en fait les notes de leur contrôle continu remontent dans la plateforme et que les formations ont l'ensemble de leurs notes, comme pour les autres élèves? En fait, je pense qu'ils les renseignent eux-mêmes parce que, comment dire ça, les bacheliers qui sont dans des lycées hors contrat, je vous rappelle, s'il faut revenir à l'origine, c'est que ce sont des lycées qui n'ont pas souhaité adapter les programmes scolaires spontanément. Ça veut dire que ce sont les élèves de renseigner des notes, mais qui n'ont pas des notes certifiées comme le sont les élèves des lycées publics ou des lycées privés sous contrat, puisque eux respectent un programme scolaire. Ce qui fait que la consistance de la note est par rapport à un programme, là où dans d'autres établissements, la consistance de la note, je ne sais pas quel est le programme. Est-ce que les formations, on voit la différence? Oui. Et c'est juste parce qu'il y en a un qui respecte un programme scolaire avec une consistance et qui fait que c'est le même programme scolaire à Lille, Marseille, Toulouse, Bordeaux ou Limoges. Il y en a un autre qui a choisi de ne pas être dans le programme scolaire. Et je ne connais pas son programme scolaire. Donc je ne sais pas exactement quelle est la réalité de l'enseignement qui a été fait et à partir de quels éléments ces notes. Évidemment, sur les notes de leur baccalauréat, leurs épreuves, c'est les mêmes épreuves qu'ils passent à partir des mêmes examens et ces notes remontent dans les mêmes conditions pour l'ensemble des élèves. Le lycée de provenance, il apparaît dans la fiche à venir. Est-ce qu'il apparaît à d'autres endroits du dossier de l'élève? Non, c'est dans la fiche à venir qu'on le voit. Après, il y a une crainte parce que cette information, je précise que cette information-là, c'est pas un critère en soi. C'est-à-dire que je prends pas des élèves de ce lycée ou je prends pas des élèves de ce lycée-là. Parcoursup s'inscrit évidemment dans un contexte de non-discrimination et d'égalité de traitement. La réalité du sujet, c'est la différenciation de notation entre les lycées. Mais vous savez, et je pense que chacun l'a vécu, y compris dans son parcours scolaire propre, c'est même au sein d'un même lycée, parfois qu'il y a des différences. D'une classe à l'autre. D'une classe à l'autre, mais même d'un enseignant à l'autre. Enfin, je veux dire, tout le monde l'a vécu à titre individuel. C'était super d'avoir Madame Martin, ou c'était vachement plus difficile d'avoir Monsieur Thomas. Enfin, ou réciproquement, ou inversement. Enfin, je pense qu'on l'a tous vécu. Le travail qu'a engagé le ministère de l'Éducation nationale, qui est un travail important, qui est celui de comment arriver à objectiver les éléments d'évaluation. Après, je crois qu'il faut pas non plus fantasmer ces différences-là. Je pense qu'il faut revenir à une réalité. On est à 95% des lycéens qui ont au moins une proposition. Ils en ont, au bout d'une semaine, 80% des lycéens ont déjà eu au moins une proposition. Ils en ont en moyenne 6. Donc voilà, je pense qu'il faut relativiser ces craintes-là. Et puis, je veux dire à chaque élève, d'abord, moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils apprennent, et qu'ils fassent des choix qui correspondent à ce qu'ils veulent faire, et pas des choix, je vais ici, je vais dans tel lycée parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Enfin, voilà. Après, vous savez, si un jour on me demande quelle est la bonne classe de maternelle qu'il faut prendre pour entrer en petite section, voilà, on sera arrivé dans un monde terrible. Donc, voilà, moi, je ne souhaite pas ce monde-là. Donc, faut rester serein. Un élève qui a un PAP ou un handicap, est-ce qu'il doit l'inscrire et à quel moment les formations en ont connaissance? C'est important comme question. Sur Parcoursup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre à des lycéens d'accéder à l'enseignement supérieur. Peu importe leur situation individuelle, qu'ils aient un handicap ou pas, qu'ils aient d'autres éléments de leur vie ou pas. Et ça, c'est important parce que quand on a un handicap, on n'a pas forcément envie de le dire. Et donc, on doit rester libre de ne pas souhaiter le dire. La deuxième chose, c'est que on permet à des lycéens qui ont eu un accompagnement au lycée dans diverses formes, alors exprimé dans des cycles, je ne les connais pas tous parce que parfois c'est un peu ambigu, mais de pouvoir le dire, et nous le permettons à travers une fiche de liaison qui est présente sur Parcoursup. Cette fiche de liaison, on l'a construite
avec les acteurs du handicap, c'est-à-dire avec des associations de parents d'enfants en situation de handicap, avec des établissements du supérieur, de manière à ce que l'information qui est apportée soit une information qui soit utile. Cette information, elle n'est jamais transmise aux formations au moment où elles examinent des dossiers. Parce que la discrimination à raison du handicap est un délit dans notre pays, et c'est très bien. Par contre, elle est transmise au moment où le lycéen accepte la formation de manière définitive, et on lui propose même qu'il puisse demander à Parcoursup de transmettre automatiquement cette information à un référent handicap. L'objectif, c'est quoi ? C'est permettre que finalement le dialogue puisse se nourrir entre le référent handicap de l'établissement d'accueil et puis le lycéen et sa famille le plus tôt possible. Pas le jour de la rentrée où on va s'apercevoir que tel ou tel type de situation, selon les handicaps physiques, sensoriels ou autres, est inadapté, mais c'est de le préparer en amont. Et puis, c'est aussi une réalité à dire, parce que qui n'est pas forcément simple non plus pour les parents, c'est que les conditions d'accompagnement dans le supérieur ne vont pas forcément être exactement les mêmes que celles qu'ils avaient au lycée. Parce que la réalité de l'enseignement n'est pas la même, parce que il y a une diversité de situations. Et je mesure bien que ce n'est pas forcément simple pour les familles, parce que en disant « j'ai déjà galéré pour avoir l'accompagnement qu'il avait qui correspond, et là on va encore changer ». Bon voilà, en tout cas notre objectif c'est, et je pense que c'est partagé très largement par les formations qui sont sur Parcoursup, qui sont dans une approche inclusive. On n'a pas à leur communiquer d'informations dont elles n'ont pas besoin. La question de l'admission dans une formation n'a rien à voir avec la situation de handicap. Sachant que sur les fiches de formation, le référent handicap est souvent indiqué. Exactement. Il peut y avoir un dialogue. Et en amont, les familles peuvent appeler. Absolument. Et moi, je les encourage à le faire. Il y a une rubrique aussi, quand on remplit son dossier Parcoursup, qui s'appelle « Sur la scolarité », où on renseigne des éléments et où on peut donner des informations qui sont, par exemple, d'éléments particuliers liés à ma scolarité. Je vois un élève qui n'a pas une note pendant un trimestre parce que peut-être qu'il était malade, parce qu'il a été accompagné. Ça reste une question à la liberté de chacun. Moi, je n'impose pas de règles, mais je sais que c'est pas si simple à choisir. Moi, chaque année, je fais avec l'ONICEP et puis l'association Droit au Savoir un chat avec les familles de lycéens en situation de handicap dans lequel on échange sur ces questions. Et je vois bien... je crois que ça fait 6 ans que je le fais. Et je vois bien, chaque année, je retrouve les mêmes questions. Est-ce que je dois dire ? Est-ce que je dois pas dire ? Voilà, j'ai pas de réponse absolue. Sur cette rubrique-là, elle apparaît pendant l'analyse des dossiers ? Oui, elle apparaît. Mais je pense que pour certains lycéens, ou parents, ils ont envie de le dire parce qu'ils pensent que c'est important. Et je le dis aussi parce qu'il faut se sentir serein. Même si... on peut toujours penser qu'on est sous la menace d'un risque de discrimination. Je travaille depuis plusieurs années avec beaucoup d'enseignants du supérieur. C'est pas ça leur préoccupation. Et peut-être qu'une information donnée peut être aussi un élément de mieux comprendre une scolarité peut-être perturbée. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce que moi je vois dans des trucs très concrets, pour le citoyen moyen, quelqu'un qui a fait son baccalauréat en 4 ans, c'est qu'il a redoublé. En fait, on a tous été construits comme ça. On sait que ça dure 3 ans, donc en fait, quand ça fait 4, c'est qu'il y a eu un problème. Et en fait, non. Parfois, c'est une scolarité qui est aménagée pour durer 4 ans, pour garantir la réussite. Et en fait, c'est ça qui m'importe beaucoup plus, c'est garantir la réussite. Donc en fait, on a aussi des traitements avec l'éducation nationale pour que, dans Parcoursup, quand on transmet des informations supérieures, elle voit bien la différence entre là où il y a potentiellement eu un redoublement, mais là où c'est pas une question, c'est un parcours aménagé. C'est la même chose pour des sportifs de haut niveau, qui ont parfois des parcours aménagés en 4 ans pour arriver à conjuguer leur activité sportive, leur activité scolaire. Donc, moi, je dis aux parents d'enfants en situation de handicap, cette transition vers le supérieur, c'est forcément un peu angoissant. Parce que c'est encore une nouvelle étape à franchir et à accompagner votre enfant. Faites confiance aux acteurs du supérieur, sollicitez les référents handicap de chaque établissement. Ils sont là pour être dans le dialogue avec vous. Je crois que vraiment, il ne faut pas avoir peur de ce dialogue-là. Et puis, moi, j'encourage à faire des fiches de liaison. Alors, j'encourage aussi ceux qui n'ont pas de handicap à pas faire la fiche de liaison. Ça sert à rien. Je veux dire, chaque année, j'en ai qui remplissent des feuilles blanches. Je sais pas, ils se sont dit, tiens, il vaut mieux remplir un truc plutôt que rien du tout. Mais ça n'a pas de sens. C'est vraiment fait pour ces jeunes-là. Et puis, il faut aussi le dire, c'est que il y a une possibilité de réexamen de dossier pour des situations de handicap très particulières. Alors, c'est à peu près 400 à 500 dossiers par an, ce qui est plutôt... Moi, je trouve un bon signal parce que ça veut dire, il y a évidemment beaucoup plus d'enfants en situation de handicap que ça. Donc, ça veut dire qu'ils passent le filtre Parcoursup
comme les autres. Spontanément, voilà. Voilà, Ouais. et je pense que c'est ça qui est bien. Et puis il y en a certains, et sans doute des situations plus complexes, des situations plus lourdes, où il y a besoin d'un accompagnement. Et les rectorats sont maintenant, dans chaque rectorat, il y a à chaque fois, quand il y a des commissions d'accès à l'enseignement, il y en a des spécifiques au handicap, parce qu'il faut traiter de manière spécifique des situations de besoins particuliers. Une question sur les années de césure. Est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que vous avez des stats sur la demande et les années de césure effectuées? Non. Non. On est chaque année à hauteur d'à peu près 11 000. Ça ne varie pas forcément. J'ai pas beaucoup d'éléments pour en dire beaucoup plus sur la question de la césure. Moi, ce qui me paraît important, c'est de dire, effectivement, quand on indique qu'on veut faire une césure, cette information n'est pas donnée aux formations post-bac au moment où on examine le dossier, donc on peut le faire sans crainte. D'ailleurs, il faut l'avoir fait si on veut le faire. Pas nécessairement, vous savez, parce que si j'imposais aux lycéens de devoir prévoir au mois de mars ce qu'ils auront envie de faire au mois de juin, vous savez, on se retrouverait, c'est un peu pour ça qu'il faut pas brider dans ce sens-là. Les établissements ont le droit de ne pas accepter une demande de césure, mais quand on fait une césure, on est inscrit dans un établissement, on a donc le statut d'étudiant, et on peut ensuite, revenir dans la formation après sa césure sans avoir repassé par Parcoursup. Donc voilà. Je pense que notre société n'a pas encore beaucoup évolué sur la prise en compte de ces parcours un petit peu. Évidemment, c'est pas la norme, 11 000 sur 645 000 lycéens, vous voyez. Mais moi, j'y crois parce que je trouve que c'est un intérêt en termes de maturité. Après, on peut aussi faire une césure après la première année du baccalauréat. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus la seule étape dans laquelle on peut faire cette pause, ou en tout cas cette pause de réflexion personnelle ou d'engagement personnel dans sa vie et son parcours étudiant. Conclusion, un conseil pour les parents? Restez serein. Je pense que c'est le meilleur conseil. Et puis, accompagnez vos enfants. Je pense que c'est important. Mais accompagnez-les, c'est pas faire à la place d'eux. Il n'est pas là pour faire votre projet. Il est là pour construire le sien. Et ce qui est passionnant dans Parcoursup et terriblement angoissant, c'est que c'est évidemment la première démarche que les élèves vont faire en autonomie. C'est un franchissement de cap dans la vie. Voilà, comme son premier appel chez le médecin pour prendre un rendez-vous, c'est un peu angoissant. Là, voilà, c'est un peu d'une autre nature. Et puis, je pense que les parents peuvent être aussi là, parce que je ne veux pas dire de doivent, j'ai pas de leçon à donner à particulière à chacun. C'est pas une profession d'être parent. Mais je pense que ce qui est utile, c'est qu'ils soient dans l'accompagnement aussi pour servir de soupape. Et expliquer surtout à leurs enfants que ce n'est pas le dernier choix de leur vie. Parcoursup, on peut se réorienter. Parcoursup, on peut ensuite, même sans Parcoursup, changer de voie. Et je pense qu'il faut toujours garder ça à l'esprit. Moi, je regrette que dans notre pays, on soit si peu croyant dans la formation tout au long de la vie. Moins on est croyant dans la formation tout au long de la vie, plus j'aurai de pression sur Parcoursup. Alors, je ne veux pas simplement qu'on devienne croyant dans la formation tout au long de la vie, parce que ça va me pacifier ma situation sur Parcoursup, mais je crois que c'est une erreur que de penser que la vie se construit uniquement à l'âge de 17 ans. Elle se construit tout au long de sa carrière, et qu'il faut se ménager ces possibilités de passerelle. Il faut les encourager, ça sera moins de pression sur les épaules des lycéens, et puis ça sera sans doute plus de perspectives ensuite pour pouvoir changer de carrière en cours de route. Voilà, moi, je crois que les parents ils peuvent être dans un accompagnement avec, faut trouver la bonne distance. Elle est peut-être pas simple parce qu'on y met de la passion, on y met du subjectif évidemment, mais en même temps, je suis sûr qu'il y a un chemin pour accompagner cette transition qui va faire de votre enfant un lycéen, puis un étudiant, puis après un adulte. Et voilà, donc c'est un beau chemin à parcourir. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.